Alors que les consultations avaient fortement chuté dès les premiers jours du confinement, on sent une reprise progressive depuis fin avril, début mai. Les recommandations des autorités de santé nationale invitent évidemment à reprendre ces consultations externes avec un certain nombre de précautions. Les maîtres mots ici, c'est éviter toute perte de chance en voyant, hospitalisant ou opérant les patients qui en ont le plus besoin. C'est mettre en place toutes les mesures qui garantissent la sécurité sanitaire des patients et des professionnels de santé. À titre d'exemple, moins de passages au bureau des entrées, moins de consultants dans les mêmes salles d'attente, des consultations d'horaires décalés. C'est aussi limiter l'activité pour être en mesure d'absorber rapidement un redémarrage soudain de l'épidémie, vous l'avez évoqué. Tout à ce sujet, j'y reviendrai, mais nous avons établi une checklist qui reprend l'ensemble des actions à réaliser pour reprendre ces consultations externes et vous pourrez la voir juste après ce webinaire. Finalement, ce qu'on constate, c'est que depuis fin avril, début mai, les hôpitaux partenaires de Doctolib ont augmenté de plus 35% leur volume de consultation par rapport à ce qu'il était au cœur de la crise. Et dans le même temps, ils ont maintenu le volume de consultation vidéo en multipliant les témoignages indiquant qu'ils souhaitaient continuer cette pratique pour certains motifs, certaines spécialités, et plutôt des spécialités médicales. Je pense à la gynécologie, la psychiatrie, la neurologie, la médecine interne et bien d'autres. Et même certains des plus réfractaires ont semblé avoir été convaincus. Ils ont aussi, ces hôpitaux, appelé les patients à prendre rendez-vous de nouveau, parfois aussi en reprenant rendez-vous en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des créneaux de consultation, il est passé de 30 à 45%. On est loin des 65% habituels qu'on retrouvera peut-être en septembre ou en décembre, ça c'est vous, hospitaliers, qui nous le direz, mais on sent cette remontée depuis quelques jours. Alors, pour évoquer ces semaines de reprise partielle, je vous propose de nous retourner de nouveau vers nos intervenants, en commençant par vous, Yannick. Comment vous y prenez-vous aujourd'hui pour reprendre concrètement les consultations externes dans votre établissement? Et quand je dis concrètement, c'est comment avez-vous priorisé les rendez-vous? Comment les avez-vous replanifiés? Comment avez-vous organisé les espaces d'accueil? Utilisez-vous encore la consultation vidéo et plein d'autres points sur lesquels vous pourrez nous éclairer? Oui, alors effectivement, je partage le constat de la diapositive que vous avez présentée juste avant. Alors nous, on a essayé d'anticiper au maximum également cette reprise d'activité, tout en étant un petit peu toujours en suspens par rapport aux directives nationales et à une véritable date de déconfinement qui a eu lieu à partir depuis lundi. Mais on avait quand même commencé à anticiper l'organisation de cette reprise. Notamment, j'ai piloté des groupes de travail avec l'ensemble de nos services hospitaliers dans toutes les disciplines pour essayer d'établir une stratégie de reprise de cette activité. Ce qu'il faut savoir, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais ce sont des milliers de rendez-vous qui ont été annulés pendant cette période, pendant les 2 mois. Et pendant les 2 mois, les services, c'est-à-dire médecins et secrétariat de chaque service, avaient déjà commencé à trier l'ensemble des patients qui ont été suspendus tout simplement et qui sont en attente d'avoir un nouveau rendez-vous et de hiérarchiser ces patients pour prendre en charge en priorité les plus urgents et essayer d'anticiper une reprise progressive des consultations. Donc, on a à la fois travaillé sur cette stratégie de reprogrammation et à la fois sur des sujets très organisationnels. Donc, par exemple, on a fait le recensement de toutes nos places assises dans nos salles d'attente et puis on a commencé à supprimer et à matérialiser la suppression d'un certain nombre de places assises dans les salles d'attente. De là, on a pu, par rapport à chacune de ces salles d'attente et à chaque spécialité, établir une volumétrie maximum de patients que nous pourrons accueillir dans ces zones de consultation par discipline. Et ensuite, on a travaillé sur le reparamétrage de nos outils de programmation et au calibrage de ces outils de programmation. Et dans la dernière semaine avant reprise d'activité, l'ensemble des services et des secrétariats ont donc commencé à reprogrammer l'ensemble des patients par ordre de priorité. Mais ce qui est nouveau, c'est que dans les discussions qu'on a eues avec chacun de ces services dans ces groupes de travail,
d'emblée, l'outil téléconsultation a été identifié comme un outil stratégique de relance et de reprise de l'activité. Si je vous donne un exemple, par exemple sur l'ophtalmologie, chez nous qui représente 50% de notre volume d'activité et qui d'emblée n'était pas forcément une spécialité pour laquelle la téléconsultation était privilégiée ou même pensée un outil possible. C'est une spécialité où les patients ont des durées de séjour pour leur venue externe qui sont assez longues parce que les patients viennent pour une consultation, mais risquent aussi un certain nombre d'examens complémentaires et tout ça fait que le patient reste plusieurs heures chez nous. On a depuis longtemps dans ma direction beaucoup travaillé sur les flux des patients et sur l'organisation de ces parcours patients en ophtalmologie qui sont nombreux. Mais là, du coup, ça nous a permis d'entériner un principe qui est celui du découplage des venues des patients entre le plateau technique et les examens complémentaires et les consultations. Et d'emblée, l'ensemble de nos services d'ophtalmologie, qui sont au nombre de 6 dans notre établissement, ont décidé d'utiliser l'outil de la téléconsultation comme un outil stratégique de relance. Donc le patient peut être vu en téléconsultation en première intention, puis envoyé dans un second temps sur le plateau technique pour réaliser ses examens et vu dans un troisième temps en consultation, en téléconsultation. Et donc, dans l'ensemble de nos disciplines, neurologie, neuroradio-interventionnelle, anesthésie, neurochirurgie, ophtalmologie, ORL, on a décidé d'utiliser cette téléconsultation comme un outil pour pouvoir réguler nos volumes de patients sur nos plateaux techniques et permettre de maintenir les distanciations sociales et toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui pour accueillir nos patients dans nos murs qui nous empêchent de revenir à des volumétries que nous connaissions avant à l'hôpital. Ça nous permet aussi de répondre justement à cette continuité des soins et de pouvoir répondre aux patients les plus fragiles ou aux patients chroniques qui étaient en attente et qui attendaient impatiemment de pouvoir voir leur médecin spécialiste. Ça nous a permis aussi de leur apporter une réponse. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, on a pu redémarrer l'ensemble de nos blocs opératoires comme on l'avait avant. Donc, du coup, c'est 6 salles qui ont redémarré sur 16 au total, et ce qui fait qu'on a un certain nombre de médecins qui sont, entre guillemets, plus disponibles. Leur planning est beaucoup moins chargé qu'avant, et donc ils ont pu transformer certaines vacations chirurgicales en vacations de téléconsultation, et tout ça avec pour but et pour objectif de rattraper cette activité qui a été suspendue pendant les 2 mois de crise Covid. Donc là, aujourd'hui, on est effectivement, comme vous le disiez, Maric, on a là où on voyait 150 à 200 patients en téléconsultation et à peu près autant en consultation physique, depuis lundi, on est repassé à 500 ou 600 consultations par jour, mais la part de téléconsultation a également augmenté. Donc, on a repris l'activité à la fois en physique, mais également on a augmenté notre activité de téléconsultation. Et donc, ça fait partie intégrante de nos stratégies de reprise d'activité et de relance de l'activité dans notre hôpital. Merci beaucoup Yannick pour ce point détaillé. De votre côté, Michael, est-ce que l'approche est similaire au CHR de Metz ou est-ce qu'on a des particularités? Elle est très différente, c'est-à-dire moi je suis très admiratif de la structuration et de la rigueur dont a fait preuve la Fondation Rothschild pour repartir et quelque part capitaliser sur cette expérience. Nous aujourd'hui, on a des consignes assez claires de notre ARS sur le fait qu'étant donné notre niveau de contamination, on doit non seulement ne pas reprogrammer d'hospitalisation et d'opération, mais surtout limiter à l'urgence vitale. Donc l'urgence vitale Covid, bien évidemment, et surtout des urgences vitales sur des gens qui ne se sont pas suffisamment soignés ces derniers mois. Donc on reprend les consultations, notamment peut-être dans des secteurs qui ne se sont pas véritablement arrêtés. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tout ce qui concerne l'oncologie ne pouvait pas être arrêté pendant la crise. Donc les patients devaient continuer à venir en radiothérapie, en chimiothérapie. Alors, on n'est plus sur de la séance, mais vous savez l'importance des consultations dans le domaine de l'oncologie. Donc, certaines ont eu lieu
en téléconsultation, bien évidemment, mais d'autres, un petit peu comme l'expliquait Yannick, nécessitaient un présentiel. Donc aujourd'hui, voilà, on est toujours dans cette logique d'urgence vitale et on ne peut pas dire qu'on ait repris des taux de consultation aussi impressionnants que ce qu'on peut voir sur la Fondation Rothschild. Il faut que vous imaginiez un petit peu notre quotidien. Toutes les entrées de nos hôpitaux sont équipées de SAS, avec des personnels équipés de masques, qui font des prises de température, qui prennent aussi en compte des questionnaires qu'on doit faire renseigner aux patients. Donc, j'en profite aussi pour faire un petit point à ce moment-là sur l'impact pour nous de Doctolib. C'est qu'on a profité de la plateforme Doctolib et du fait que Doctolib connaissait tous nos patients depuis pas mal de temps pour leur transmettre par mail et par SMS des consignes par rapport à leur venue, le fait de venir masquer, le fait d'avoir rempli le questionnaire avant d'entrer dans l'hôpital, sinon ça embolisait les entrées de l'établissement. Et puis le fait qu'en fonction des réponses données au questionnaire et aussi aux prises de température, ils pourraient peut-être venir pour une spécialité, mais se retrouver rapidement dans un service de pré-cohorting, puisque comme vous le savez, depuis le 11 mai, on est dans une logique d'accélération des tests des patients, tout patient étant suspect et aussitôt testé. Et derrière, il y a toute la plateforme avec CIDEP sur le cybercontact. Donc voilà, nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Je pense qu'il va falloir du temps. Hier, on était dans une réunion de suivi de projet avec les équipes Doctolib, justement, en essayant de savoir quand est-ce qu'on allait rouvrir toutes nos téléconsultations. Certains médecins parlaient du mois de septembre, donc vous voyez, on se projette assez loin. En revanche, on a une particularité qui peut paraître peut-être un peu triviale, voire un peu décalée, mais c'est la réalité aujourd'hui du système de santé. C'est que nous sommes dans un bassin de santé très concurrentiel et que si nous ne sommes plus en capacité de proposer des consultations ou des téléconsultations à nos patients, ils vont forcément s'orienter vers le secteur privé, le secteur libéral. Donc, c'est tout notre enjeu aujourd'hui et l'importance justement d'aller encore plus loin dans la téléconsultation, de pouvoir moduler, et ça c'est aussi une des forces de la plateforme Doctolib, de réactiver certaines prises de rendez-vous sur certains secteurs et pas les autres, tout en garantissant la venue de nos patients avec les consignes adaptées pour leur sécurité. Voilà un peu l'idée globalement. On est donc pour le coup un peu en retard par rapport à Yannick et ses équipes, mais on est en même temps très heureux d'avoir eu ce retour d'expérience puisqu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger avant cette présentation pour comprendre justement ces logiques finalement très pragmatiques, mais de taille de salle d'attente, de capacité d'accueil pour respecter justement les distances réglementaires. Très bien, merci beaucoup à vous deux. On a eu quelques questions. Alors, quelles règles anticiper concernant la visite médicale face à face en milieu hospitalier ? Je peux peut-être répondre, Yannick, vous aurez certainement aussi des avis, mais j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Effectivement, le port du masque est désormais obligatoire pour tout le monde. Là, je ne le porte pas parce que je suis dans mon bureau, mais dès qu'on quitte son bureau, on a un masque. Et donc, c'est le cas aussi pour les patients. Les fameux questionnaires et différentes consignes, justement, de nettoyage des mains et de gestes barrières. Alors, vous allez me dire, c'est tout ce qu'on voit à la télé, mais il y a un véritable décalage entre le terrain et ce qu'on nous martèle chaque jour. Donc, l'importance, justement, dans le cadre de la préparation de sa venue, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert, on savait l'importance des sites Internet pour préparer les patients à venir à l'hôpital. On s'est rendu compte à quel point aussi le canal Doctolib était important parce que les gens prennent très au sérieux les fameuses consignes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà un peu pour nos consignes de survie en milieu hospitalier. Je ne sais pas si Yannick veut compléter mes propos. Oui, juste une petite précision, parce que je n'ai peut-être pas été complètement clair, mais effectivement, nous aussi également à la Fondation, on continue, on a une reprise d'activité qui suit complètement les recommandations de l'ARS et donc on recommence à prendre en charge nos patients, notamment en hospitalisation en chirurgie, uniquement pour le niveau 1 et 2, c'est-à-dire patients urgents ou à risque de perte de chance. On n'a pas repris notre activité de niveau 3 et 4, c'est-à-dire par exemple les cataractes ou les choses comme ça. On est toujours en attente du feu vert de nos tutelles pour ces actes-là. Pour autant, dans tous les patients, et c'était parfois un choix
pas un choix, mais un triage un peu cornélien pour les spécialistes. Tout ce triage qui a été fait en amont pour identifier sur la base d'un dossier patient informatisé quels étaient les patients les plus urgents ou les plus à perte de chance, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué ou parfois délicat. Et donc, l'idée ici, dans notre de l'activité externe et des consultations, c'est toujours de prioriser, de voir en priorité les patients urgents ou à risque de perte de chance, mais aussi d'apporter une réponse à tous ces patients qui sont en attente d'être repris en charge. Ça va se faire progressivement, mais on a essayé de l'anticiper pour l'étaler sur les mois à venir. Pour les conditions d'accueil patient, c'est exactement ce que Michael a pu citer, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux questionnaire pour essayer de pré-trier les patients qui vont pouvoir venir à l'hôpital ou pas, d'essayer d'éviter de faire venir des patients qui seraient à risque ou symptomatiques, d'avoir des circuits spécifiques pour des patients symptomatiques ou Covid confirmé, mais qu'il faut absolument prendre en charge. Et puis également, on délivre un masque à tous nos patients à l'entrée. Il y a un filtrage à l'entrée, solution hydroalcoolique, distanciation sociale. Tout ce que Michael a pu citer, on le met en place en lien avec notre équipe opérationnelle d'hygiène et les différents services pour assurer la meilleure sécurité de prise en charge de nos patients. Ok. Une toute dernière question. On est un peu serré au niveau du timing. C'est une question pour Yannick. Après, on passe au thème 3. Avec ces changements, donc l'utilisation de la téléconsultation de manière stratégique, le codage des actes est-il différent? Et quels sont les impacts financiers? L'impact financier peut-il être optimisé, par exemple, avec la croissance des volumes? Alors, le codage des actes, Michael l'a évoqué, c'est important que je le précise, mais qu'on a commencé à travailler avec Doctolib sur la téléconsultation. C'était un projet qui était porté, alors nous, on venait, direction qualité et performance, on venait apporter on va dire un apport fonctionnel sur les organisations, mais c'est vraiment piloté par la DSITM et par le service facturation. Et donc, il y avait déjà intégré dans le concept de la téléconsultation ces enjeux de facturation, de codage. Et donc, là, aujourd'hui, un peu comme ce qui peut se faire à Metz, le fait que les secrétaires aient un contact avec le patient au préalable de la téléconsultation permet déjà, dans notre gamme, dans notre gestion administrative de patients, d'anticiper toutes les démarches d'accueil, d'enregistrement et de facturation. Donc après, moi, je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est sûr, c'est que toutes nos téléconsultations sont facturées. Ensuite, nous sommes plus dans des… Alors, pour cette année, en tout cas, nous ne sommes pas dans… on va passer au budget global. Du coup, on n'est plus du tout dans une stratégie de rattrapage de l'activité perdue ou de compensation de ce qu'on a pu perdre comme activité. Là, l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins de santé publique de nos patients, de répondre à leurs besoins et de maintenir aussi, Michael l'évoquait, nos adressages, nos circuits d'adressage, nos partenariats. Voilà, on n'envisage pas la téléconsultation comme un moyen d'augmenter la volumétrie, en tout cas pour l'instant, pour l'année 2020. On verra après, ça pourra faire partie de nos stratégies de développement en termes de volumétrie et de financement.